Imaginez le son d'une sirène qui déchire le silence de la nuit, non pas dans un désert lointain, mais aux portes de l'Europe. C'est le bruit que personne ne voulait entendre, le signal que la ligne rouge a été franchie, piétinée, effacée. On nous avait dit que le conflit resterait contenu. On nous avait promis que les frontières de l'Occident étaient des forteresses imprenables. Mais ce matin, le réveil est brutal. L'Iran a frappé l'Europe. Ce n'est plus une hypothèse, ce n'est plus une simulation sur un écran d'ordinateur au Pentagone, c'est une réalité fumante sur le tarmac d'une base britannique à Chypre. Je sais ce que vous ressentez en ce moment, cette boule au ventre, ce mélange d'incrédulité et d'inquiétude sourde. Honnêtement, même moi, qui analyse ces mouvements géopolitiques depuis des années, j'ai du mal à croire à la vitesse vertigineuse à laquelle les dominos sont en train de tomber. Nous ne sommes plus spectateurs. L'histoire est en train de s'écrire avec une violence inouïe, et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sur la page. Oubliez-les, Trump vient de sortir l'artillerie lourde, au sens propre comme au figuré. Il a démenti toutes les informations suggérant un recul. Au contraire, il a annoncé que les États-Unis allaient frapper encore plus fort. Il ne parle plus de dissuasion, il parle de destruction. Et c'est là que ça devient personnel, viscéral. Il a évoqué la mort de 3 soldats américains. 3 vies fauchées. Il a prévenu, avec cette franchise brutale qui le caractérise, qu'il y aura probablement d'autres cas similaires. D'autres cercueils drapés de la bannière étoilée qui reviendront dans le silence pesant de la base de Dover. Les opérations de combat tournent à plein régime. L'objectif est clair, ambitieux, presque terrifiant dans son ampleur, atteindre tous les objectifs fixés, sans exception. Trump a laissé entendre que ses prédécesseurs, ou peut-être même ses généraux il y a 2 semaines, avaient les moyens d'agir, mais n'ont pas eu le cran ou la capacité de le faire. C'est une accusation lourde. Le commandement central américain, le CENTCOM, a confirmé la perte de ses 3 soldats. Imaginez un instant la scène. Le communiqué est froid, militaire, précis, mais derrière chaque mot, il y a des familles brisées. Trump parle de vrais patriotes américains, de sacrifices ultimes. Il y a une solennité dans sa voix qui contraste avec sa rhétorique habituelle. Il prie pour les blessés, il envoie son amour aux familles, mais immédiatement après, il assène la vérité qui fait mal. Il y aura probablement plus de victimes avant que tout cela ne soit terminé. C'est une phrase qui résonne comme un glas. Il promet de tout faire pour l'éviter, mais la guerre a sa propre logique. Une logique de sang et de fer qui échappe souvent même aux hommes les plus puissants du monde. Et puis, il a rappelé pourquoi nous en sommes là. Il a pointé du doigt l'Iran encore et encore. Mais cette fois, il a ajouté un détail qui change tout. L'Europe. Il affirme que Téhéran possédait déjà des missiles capables d'atteindre les bases américaines sur notre continent. Le programme de missiles balistiques du régime ne se développait pas lentement dans l'ombre. Il explosait, littéralement et figurativement, de manière rapide et dramatique. C'était, selon lui, une menace existentielle pour l'Amérique et ses forces à l'étranger. Le but de ce programme ? Cacher le développement de l'arme nucléaire. Trump se pose en visionnaire incompris, celui qui avait prévenu, celui qui voulait arrêter la machine infernale quand tout le monde regardait ailleurs. « C'est nous qui nous plaignions, dit-il. C'est nous qui voulions que cela cesse. » Et aujourd'hui, les faits semblent lui donner raison d'une manière terrifiante. Mais avant de plonger plus loin dans cette spirale de violence et de réaction en chaîne, je veux que nous prenions un instant, juste une seconde pour respirer. Regardez autour de vous. Tout semble calme, n'est-ce pas ? Et pourtant, à des milliers de kilomètres, des décisions sont prises qui pourraient changer la couleur de votre ciel demain matin. La question qui me hante, et qui devrait vous hanter aussi, est la suivante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre une idée, une frontière, ou une alliance dont nous ne comprenons même pas tous les tenants et les aboutissants ? La politique, à ce niveau d'intensité, cesse d'être une gestion administrative pour devenir une révélation brutale de la nature humaine. Nous aimons croire que le pouvoir est rationnel, que les décisions sont prises dans des salles climatisées par des hommes et des femmes qui ont le contrôle absolu. C'est une illusion rassurante. La vérité, c'est que le pouvoir est souvent réactif, émotionnel et profondément imparfait. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous pris une décision sous le coup de la colère, de la peur ou de l'orgueil ? Multipliez cela par 1 million, ajoutez des armes nucléaires et des milliards de dollars, et vous obtenez la géopolitique actuelle. La leçon ici n'est pas seulement politique, elle est existentielle. Nous cherchons souvent à contrôler notre environnement, à bâtir des murs pour nous protéger, mais la vraie sécurité ne vient pas de la force brute. Elle vient de la capacité à comprendre l'autre, même quand cet autre est un ennemi. La corruption du pouvoir ne réside pas toujours dans l'argent, mais dans la certitude absolue d'avoir raison. Quand un leader, ou même un individu comme vous et moi, cesse de douter, cesse de se remettre en question, c'est là que le danger devient mortel.
La véritable sagesse, c'est de savoir que chaque action, aussi justifiée soit-elle, porte en elle le germe d'une réaction imprévisible. Êtes-vous prêt à accepter les conséquences de vos propres certitudes? Reprenons le fil, car la réalité ne nous attend pas. Les mots de Trump ont trouvé un écho sinistre dans la nuit de dimanche à lundi. La base aérienne britannique d'Akrotiri, à Chypre, a été attaquée. Un drone, un simple appareil sans pilote, mais chargé de suffisamment d'explosifs pour faire trembler l'architecture de sécurité européenne. Le président chypriote a confirmé l'attaque officiellement. C'était un drone de type Shahed, ces mêmes engins qui terrorisent par ailleurs le ciel ukrainien depuis des mois. Il a frappé les installations militaires britanniques sur le Cap, causant heureusement des dégâts matériels légers. Mais ne vous y trompez pas, l'impact psychologique est dévastateur. Nous sommes dans une région d'une instabilité géopolitique chronique, un baril de poudre où chaque étincelle peut provoquer un brasier. Chypre traverse une crise sans précédent. Le gouvernement local tente de rassurer, affirmant que l'île ne participe à aucune opération militaire offensive, qu'elle reste fidèle à son rôle humanitaire. « Nous faisons partie de la solution, pas du problème », disent-ils. C'est une phrase courageuse mais naïve. Dans une guerre de cette ampleur, il n'y a pas de spectateurs innocents, il n'y a que des cibles potentielles. La réaction ne s'est pas fait attendre du côté d'Athènes. Le ministre grec de la Défense a immédiatement annoncé l'envoi de troupes. La Grèce se mobilise. Imaginez les conversations téléphoniques frénétiques entre Athènes et Nicosie. Le premier ministre grec Mitsotakis, le président chypriote, les ministres des Affaires étrangères. Les lignes ont dû surchauffer. La Grèce a promis de soutenir la défense de Chypre par tous les moyens possibles. Une frégate, la Kimon, un navire de guerre ultramoderne, est en route, accompagné d'une autre frégate équipée du système anti-aérien Centaure. Des avions de chasse F-16 ont été déployés pour patrouiller le ciel. Le message est clair. Touche à Chypre, et tu as affaire à la Grèce. Le chef d'état-major grec se rend sur place pour coordonner la défense. C'est une mobilisation générale qui ne dit pas son nom. Et puis, il y a Israël. Benyamin Netanyahou, debout devant des bâtiments éventrés par les roquettes, a pris la parole. Il y a presque une satisfaction sombre dans son attitude, celle de l'homme qui avait prédit la catastrophe. Il rappelle aux journalistes et au monde entier qu'il avait prévenu. Depuis des années, il crie sur tous les toits que l'Iran ne menace pas seulement Israël ou l'Amérique, mais tout ce qui se trouve entre les deux. Il scande « mort à Israël » et « mort à l'Amérique », mais c'est leur objectif final, dit-il. J'ai dit qu'ils allaient attaquer ceux qui sont au milieu, comme l'Europe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il qualifie le régime iranien de terroriste, d'une ampleur jamais vue auparavant. Pour lui, cette attaque sur Chypre est la validation de sa doctrine sécuritaire intransigeante. La situation escalade de jour en jour, d'heure en heure. La France entre dans la danse. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré la solidarité de Paris avec les pays de la région attaqués par les gardiens de la Révolution. Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman, Jordanie. La liste est longue. La France est prête à participer à leur défense. Et ce n'est pas une promesse en l'air. Le porte-avions Charles de Gaulle, le joyau de la marine française, qui était en mission OTAN en mer Baltique, a reçu l'ordre de faire demi-tour. Il fonce vers la Méditerranée orientale. C'est une décision lourde, prise par Emmanuel Macron lui-même. Un porte-avions ne se déplace pas pour faire du tourisme. C'est une ville flottante, armée jusqu'aux dents, capable de projeter une puissance de feu colossale. L'Europe mobilise ses géants. Pourtant, au milieu de ce tumulte, il y a une voix dissonante, celle de Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Il joue la prudence. Il exclut toute action offensive pour le moment. Il insiste. Les bases britanniques au Moyen-Orient ne doivent servir qu'à la défense. Il évoque le spectre de l'Irak, les erreurs du passé, les leçons apprises. Toute action doit avoir une base légale et un plan réfléchi, martèle-t-il. Il refuse de se laisser entraîner dans une guerre par automatisme. Il défendra ses citoyens, il soutiendra les alliés, mais il ne partira pas à l'assaut de Téhéran sans réfléchir. C'est une position difficile à tenir quand votre allié principal, les États-Unis, semble prêt à tout brûler. Trump a d'ailleurs critiqué cette retenue britannique, exprimant son mécontentement. Starmer répond froidement « C'est mon devoir d'évaluer ce qui est dans l'intérêt national du Royaume-Uni. C'est un clash de philosophie, un choc entre la retenue diplomatique et la fureur guerrière. » Mais avant de voir comment le Pentagone compte transformer cette colère en feu, posez-vous cette question. Est-ce que la prudence est une forme de faiblesse, ou est-ce le courage ultime dans un monde de fous? Il y a une leçon fascinante sur la stratégie et la responsabilité civique ici. Nous vivons dans une époque où l'action immédiate est valorisée, où la retenue est souvent confondue avec de la lâcheté. Mais dans votre propre vie, combien de fois le silence a-t-il été plus puissant que le cri? La stratégie, la vraie,
Ce n'est pas seulement de savoir frapper, c'est de savoir quand ne pas le faire. Regardez Starmer. Il subit une pression immense de ses alliés, de ses ennemis, peut-être même de sa propre opinion publique qui demande vengeance. Pourtant, il tient sa ligne. C'est une forme de leadership rare. Cela nous rappelle que la responsabilité envers les siens, que ce soit une nation ou une famille, implique parfois de décevoir les attentes des autres pour préserver l'essentiel. C'est le paradoxe de la confiance. Nous voulons des leaders forts, mais nous avons besoin de leaders sages. Et la sagesse, souvent, ressemble à de l'hésitation pour ceux qui ne voient que la surface des choses. La manipulation politique joue sur cette perception. On vous dira « il est faible » parce qu'il ne bombarde pas tout de suite. Mais ne soyez pas dupes. La retenue est un muscle qui demande une force titanesque pour être exercé. Alors, qui est-ce le plus fort? Celui qui cède à la colère ou celui qui la maîtrise? Revenons à Washington, car là-bas, la maîtrise de la colère n'est pas à l'ordre du jour. Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, notez bien que le terme « défense » semble avoir disparu de son vocabulaire, a menacé quiconque oserait faire un mouvement hostile envers les États-Unis. Il parle avec la ferveur d'un croisé. Le commandement central et nos soldats font un travail fantastique, dit-il. Et il lâche le nom de l'opération. Epic Fury. Fureur épique? Rien que le nom semble sorti d'un film hollywoodien, mais les bombes sont bien réelles. Selon lui, c'est l'opération aérienne la plus meurtrière, la plus complexe et la plus précise de l'histoire. Rien que ça. Hegseth dresse un tableau sombre de 47 années de conflit. 47 ans que le régime de Téhéran mène une guerre brutale et unilatérale contre l'Amérique. Il rappelle les voitures piégées à Beyrouth, les attaques sur les navires, les meurtres dans les ambassades, les bombes en bord de route en Irak et en Afghanistan. Il parle de ses frères qui ne sont jamais rentrés, tués par des milices armées par l'Iran. Pour lui, ce n'est pas de la politique, c'est personnel. C'est une vendetta générationnelle. Nous n'avons pas commencé cette guerre, dit-il, mais sous les ordres du président Trump, nous la finissons. Il y a une détermination glaciale dans ses propos. Il affirme que la guerre de l'Iran contre les Américains est devenue la vengeance de l'Amérique contre les ayatollahs. Le message est sans équivoque. Si vous tuez des Américains, si vous menacez des Américains où que ce soit sur Terre, nous vous traquerons sans excuse, sans hésitation, et nous vous tuerons. C'est brutal, c'est primitif, c'est le langage de la force pure. Mais Hegseth ne s'arrête pas là. Il lâche une autre bombe, médiatique celle-là, la menace intérieure. Il n'exclut pas des attaques de cellules dormantes iraniennes sur le sol américain. Imaginez l'effet de ces mots sur la population. Nous surveillons toutes les menaces potentielles, assure-t-il. Il évoque un incident à Austin qui ressemble à un attentat, mais refuse de laisser la panique s'installer tout en la nourrissant subtilement. Nous sommes vigilants, nous sommes prêts. Il va même plus loin en n'excluant pas une opération terrestre. Quand on lui demande si des troupes américaines sont en Iran, il répond « non », mais ajoute immédiatement qu'il ne va pas dire ce qu'ils feront ou ne feront pas. Il critique l'idée même de transparence en temps de guerre. Pourquoi dirions-nous à nos ennemis ce que nous allons faire? C'est de la stupidité. Pour lui, l'imprévisibilité est une arme. Il ne faut pas envoyer 200 000 soldats pour rester 20 ans, dit-il. Mais on peut atteindre des objectifs précis en étant raisonnable. Raisonnable? Dans la bouche d'un homme qui lance l'opération « Fureur épique », ce mot a une résonance étrange. « Nous nous battons pour gagner », conclut-il. C'est une phrase simple, mais qui implique que toutes les restrictions, toutes les règles, pourraient être mises de côté pour la victoire. Et au milieu de ce chaos, une autre voix s'élève, celle de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien regarde le Moyen-Orient s'embraser avec une anxiété palpable. Pour lui, chaque missile tiré sur Israël ou par l'Iran est un missile qui ne sera pas livré à Kiev. Il sait que l'attention du monde est une ressource limitée et que les stocks d'armes le sont encore plus. Il s'inquiète ouvertement. Les actions prolongées au Moyen-Orient peuvent limiter les livraisons d'armes pour mon pays. C'est le cauchemar logistique de l'Ukraine. Il essaie de manœuvrer diplomatiquement, évoquant des discussions avec la Chine, cherchant désespérément à maintenir son pays sur l'échiquier mondial. Zelensky en profite pour tacler Poutine. Il affirme que l'Iran montre la faiblesse de la Russie. Poutine a déjà montré quel genre d'allié il est en Syrie, dit-il. Ils sont inutiles. Il souligne que toutes les forces russes sont bloquées en Ukraine, incapables d'aider qui que ce soit d'autre. Et il lance un avertissement sombre à tous les dictateurs, en regardant vers l'Iran. C'est ainsi que finissent les dictatures. Il voit dans les événements actuels un signe, un présage de la chute des régimes autoritaires. C'est un espoir, peut-être un vœu pieux, mais c'est tout ce qu'il a. Avant de conclure, je veux vous poser une question qui pourrait bien vous empêcher de dormir ce soir. Nous parlons de cellules dormantes, de missiles, de stratégie globale. Mais au fond, qu'est-ce qui nous protège vraiment? Est-ce l'armée? Est-ce la diplomatie?
Ou est-ce simplement le hasard? Il y a une réflexion profonde à avoir sur la peur et la manipulation. La peur est l'outil politique le plus puissant qui soit. Quand Hegseth parle de cellules dormantes à Austin ou ailleurs, il active une partie très primitive de votre cerveau, celle qui veut survivre. Et quand on a peur, on est prêt à accepter beaucoup de choses. On accepte la surveillance, on accepte la guerre, on accepte que des décisions soient prises dans l'ombre en notre nom. C'est un vieux mécanisme. Créer un ennemi extérieur, ou intérieur, terrifiant pour unifier la tribu derrière le chef. Mais attention, la vigilance est nécessaire, certes, mais la paranoïa est un poison. Si nous commençons à voir un ennemi dans chaque voisin, dans chaque ombre, alors les terroristes ont déjà gagné, sans même tirer un coup de feu. Ils ont détruit le tissu social, la confiance qui nous lie les uns aux autres. La vraie résistance, ce n'est pas seulement militaire, c'est la capacité de refuser de vivre dans la terreur, de continuer à vivre, à construire, à faire confiance, malgré les menaces. C'est ça, la véritable victoire de l'esprit humain sur la barbarie. Êtes-vous prêt à ne pas céder à la panique, même quand tout semble s'effondrer ? Nous voici au bord du précipice. Les pièces du puzzle sont en place pour une conflagration majeure. Chypre attaquée, l'Europe visée, l'Amérique en mode fureur, la France qui déploie son porte-avions, la Russie qui observe, l'Ukraine qui s'inquiète. C'est un scénario que même les auteurs de fiction n'osaient pas écrire il y a quelques années. Ce qui se joue sous nos yeux, ce n'est pas juste une guerre régionale, c'est un test de résistance pour notre civilisation. Les alliances Tooms sont mises à l'épreuve. L'économie mondiale retient son souffle. Et nous, simples citoyens, nous regardons nos écrans, espérant que la raison l'emportera, tout en sachant au fond de nous que l'histoire humaine est pavée de folie et d'erreurs de calcul. Je terminerai par cette pensée philosophique. On dit souvent que l'histoire est un éternel recommencement, que les empires montent et tombent, que les guerres sont inévitables. Peut-être. Mais ce qui est fascinant et terrifiant, c'est notre incapacité collective à apprendre. Nous avons construit des technologies capables de nous anéantir 1000 fois. Mais nos émotions, nos instincts tribaux, notre soif de domination sont restés les mêmes qu'à l'âge de pierre. Nous sommes des dieux technologiques, avec des cerveaux de reptiles. Les événements de ces derniers jours nous tendent un miroir. Ce que nous y voyons n'est pas beau. C'est le reflet de notre propre violence, de notre incapacité à dialoguer, de notre fascination morbide pour la destruction. La guerre en Iran, les tensions en Europe, tout cela n'est que le symptôme d'une maladie plus profonde. L'oubli de notre humanité commune. Tant que nous penserons en termes de nous contre eux, tant que nous croirons que la sécurité s'achète par le sang de l'autre, nous serons condamnés à revivre ces cycles de terreur. La question n'est plus de savoir « si ». Cela va exploser, mais ce que nous ferons quand la poussière retombera, serons-nous capables de construire autre chose? Ou recommencerons-nous encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour raconter l'histoire? Prenez soin de vous et de vos proches. Le monde change, et pas forcément pour le meilleur, mais c'est dans ces moments-là que nous devons être les plus lucides. À bientôt.